Kaizen et TPS Value, alors Factoring, Reverse et Table. Je trouve ça un peu plus classe en anglais. Je suis d'accord pour l'accent aussi. On va commencer par une première question. Depuis quand, à votre avis, Toyota considère le Karakuri Kaizen comme une valeur du TPS? En 1964, en 1994, en 2007, en 2004. Votre avis, enfin, vote à main levée, si vous voulez. Rapidement. Qui pense en 1964? Ok. Qui pense en 1994? Ok. En 2007? Et en 2015? Personne. Ça marche. Plutôt que de vous donner la réponse de suite, en fait, je vais vous raconter comment c'est l'univers du TPS et comment ça rentre dans la stratégie des grilles de Toyota. On va aussi vous montrer en même temps. J'ai demandé à deux personnes complètement anonymes, Théo et Robin, de venir m'assister pour une petite démonstration d'un Karakuri, et qu'on puisse, à travers ce Karakuri, mieux comprendre en quoi c'est l'univers du TPS. Voilà, une vidéo découvre vraiment le mouvement. Il est fait de façon lente, pour que vous puissiez le voir. Je ne sais pas si vous remarquez, en fait, c'est qu'en un seul mouvement, il se passe beaucoup de choses en même temps. Ça vous paraît peut-être très complexe pour juste prendre un carton. Et derrière, il y a plein de petites astuces mécaniques qui permettent en fait à Théo de juste appuyer une seule fois sur la pédale pour venir récupérer son carton de façon super dynamique. Et tout en faisant un autocontrôle au passage. On va voir un peu plus en détail en suivant. Si vous voulez, vous avez la partie verte qui se balance. C'est un balancier. C'est un balancier avec une système de roue libre qui permet d'entraîner la roue à homme qui va venir nous soulever le carton. Ce balancier a un équilibrage de façon à ce que lorsqu'il va entraîner, il va revenir en position avec un peu d'inertie qui va relancer tout le système de position, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ici. Donc, vous voyez la partie en rouge en dessous. En fait, il y a, on va dire, un simple anti-retour qui va permettre de générer une hystérésis. Donc, un point de passage différent entre l'aller et le retour pour éviter que le système s'entrechoque. En fait, c'est la petite astuce qui va vous permettre que lorsqu'on appuie sur la pédale, le balancier fasse son va-et-vient. Et du coup, tout le système continue à tourner. Donc, le système, vous voyez, il est remis en place, ça a tourné, ça sert ouvrier via le doigt d'indexage ici en jaune, qui permet de bloquer le système. En fait, la roue libre bloque dans un sens, et on vient indexer dans votre position dans l'autre sens. Ce blocage, il est fait par un ticket de câble qui est ici sur ce dos du câble et qui va venir désindexer la position sur appuyer, libérer la roue. Et ici, on a un contre-courant en fait, qui va nous permettre de rappeler tout le système en place. Si vous faites attention, on a une poulie qui va permettre d'avoir la partie verte dans la site d'un côté et la partie rouge de l'autre côté. Ça permet de transférer son effort sur la partie verte de l'acier, puis sur la partie rouge, faire une temporisation. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis comme sur des passes. Dans mon Karakuri Kaizen, il y a deux mots comme a dit Richard. Le premier mot, c'est Karakuri, qui veut dire astuce. Mécanisme astucieux en japonais. Voilà pourquoi je voulais vous présenter en fait tous ces petits mécanismes-là qui permettent de voir ce mouvement final sur le terrain. Vous voyez, hop, le mouvement en vert, puis en rouge, je reviens. Du coup, on a les deux positions. Voilà. Dans le Karakuri Kaizen, du coup, il y a Karakuri, c'est un sujet qu'on vient de voir, et Kaizen, qui est le mot le plus important au final. Toyota a pour souhait, même le fait, de rendre le travail plus facile pour ses opérateurs en développant les gens. En fait, c'est les gens du terrain qui font des Karakuri Kaizen, qui font des améliorations de leurs gestes. Ils font tout pour générer des idées par les personnes du terrain afin que celles-ci fassent des actions, des petites astuces qui leur permettent d'améliorer leurs gestes. Et souvent, des fois, c'est aidé par les méthodes, les services de méthode, pour leur donner des petits coups de pouce techniques. Un Toyota Member non fatigué, c'est un Toyota Member plus consciencieux et surtout plus sensible à la qualité
et au final plus productif. Donc ils cherchent à réduire la pénibilité des gestes. Parlons de gestes. Qui parmi vous a lu l'étude de Tessio? Ok. 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, qui est capable de me citer les 3 types de Kaizen, et par l'ordre, que cite Tessio? Si vous lisez Workplace Management, en fait, ici, il y a 3 types de Kaizen. Donc il y a le Kaizen du travail, du geste, le Kaizen de l'équipement, et le Kaizen sur le processus. Ono, il était multiplié par le Kaizen. Ce que j'ai compris au travers de mes lectures, c'est qu'il n'était pas forcément pour investir dans les nouvelles machines, mais vraiment pour faire du Kaizen et comprendre comment fonctionnaient les machines et leur apporter des petites améliorations en développant les gens. Si on reprend le cas initial du Karakuri, voici le travail standardisé initial. On va mieux comprendre en fait la définition du geste. Ça, c'est le travail standardisé avant le Karakuri. Donc c'était chez Suzuki. À votre avis, il y avait combien de gestes? Je peux la repasser si vous voulez. J'entends des gens qui pensent. Bon, qui pensent qu'il y a 2 gestes, 3 gestes, ok, 4 gestes, 5 gestes, 6 gestes. Ok. Je vous rassure, j'étais plutôt comme du coup, je suis en moyenne, 3 gestes, on a vu 3 gestes, en réalité il y en a 5. C'est pas mal, vous avez quand même l'œil. Le premier geste, du coup, c'est il vient mettre les mains le long du carton. Ensuite, il va venir soulever le carton. Ensuite, il y a un petit geste qui est plus subtil. Il vient checker, donc faire l'autocontrôle sur la référence du carton. Donc il s'éloigne un petit peu. Ensuite, il va rapprocher ses mains pour venir appréhender le carton. Donc il se rapproche, vous voyez qu'il commence à se pencher et mettre les doigts dessous. Et pour finir, il va venir dégager le carton pour pouvoir le trier à l'expédition. Donc il y avait bien 5 gestes. J'étais assez nombreux à les voir. Vraiment, j'étais à 3 gestes au premier coup. Donc, tous ces gestes-là, ils ont été découpés pour qu'au final, on arrive à un Karakuri comme ça, et on finit avec seulement 3 gestes. C'est vraiment des petits gains. Au début, on ne comprenait pas, parce que Karakuri est bizarre, c'est très compliqué pour juste faire ça. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand on regarde vraiment tous les gestes très finement, on voit l'intérêt sur vraiment chaque geste. Il y avait 3 problèmes qui étaient remontés par les personnes de Suzuki. La première, c'était la lecture de l'étiquette. Les mains qui glissent, en deuxième point. En fait, lorsqu'ils venaient monter, ça arrivait que les cartons glissaient. Et du coup, il devait repositionner son corps par rapport au carton pour pouvoir venir le récupérer. Et chez Ono, il faisait une distinction assez forte entre le mouvement et le travail. En fait, dans les 2 cas, les gens bougent. Des fois, le mouvement, on a besoin de faire du travail, mais ce n'est pas vraiment la valeur ajoutée de la personne. Souvent, les Karakuri servent à aider à mieux comprendre cette part de mouvement, qui n'est pas toujours facile à voir. On a vu un nombre de gestes, c'est pas évident sans avoir regardé des heures. Et ça permet de mieux le regarder, de mieux l'appréhender, et du coup, des petits Karakuri qui aident en fait, à s'épartir le mouvement. Et aussi simplifier le geste sur certains cas. En parlant du coup de Teiichi Ono, c'est d'où vient les Karakuri Kaizen. Ça vient des Karakuri Dolls. Les Karakuri Dolls, ça date de la période d'Edo, début du XVIIe siècle. Avec c'est des petites poupées faites par des maîtres japonais, avec énormément d'astuces cachées. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît on va dire la plus classique, c'est une petite poupée où on vient poser la tasse de thé, en fait sur les bras, et ça vient débloquer un système de pilonnerie qui entraîne la poupée qui avance. Un peu quand on est enfant, les petites voitures, sauf que c'était fait au début du XVIIe siècle. C'est vraiment de l'horlogerie. Je vais vous montrer du coup une autre vidéo pour que vous voyez une certaine différence. Donc ici, on voit qu'il vient charger le carquois, donc c'est le maître japonais. On n'a pas vu ce qu'il y avait une tire de contrepoids via un petit câble, et tous ces mouvements sont 100% mécaniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fluidité des mouvements, de l'enchaînement qu'il y a. Moi je trouve ça génial. Regarde ça pendant des heures. C'est vraiment, c'est l'horlogerie.
c'est des ferbeaux. Ça, je trouve incroyable. C'est ceux qui sont de Pignon, d'Arbacane, de Cannes. Des systèmes plutôt vieux, qui ne coûtent pas très cher, mais qui donnent des mouvements comme ça. C'est ce qui a donné l'idée du Karakuri. Et cette tradition est perpétuée encore aujourd'hui. Cette personne forme son fils à faire des Karakuri plus d'autres applications. Si on regarde chez Danso, ils utilisent aussi le Karakuri pour développer les gens. En fait, ils ont une tradition chez eux qui consiste à entretenir soi-même ses propres machines. Donc, la personne qui fait le Karakuri, elle en prend un petit peu. Elle devient garante, elle prend un peu la paternité. Et à force de travailler la maintenance, la VPM, elle commence à apprendre de nouvelles compétences et lui apporte aussi des meilleurs kaizen sur sa propre machine. On développe les gens au travers du Karakuri. Et donc, eux, ils ont carrément créé une école chez eux interne de développement des gens via le Karakuri. Du coup, si on remet chez JAPL, en 1994, JAPL, donc Japan Institute of Plants Maintenance, excusez-moi, font la promotion de la TPM. Alors, exactement, c'est le premier Karakuri d'exhibition qu'ils ont créé. Ils faisaient la promotion de la TPM avant. Ils ont réuni toute la communauté, tous les ans, ils le font maintenant, même 2 fois par an. Il y avait toute la communauté des Karakuri, donc c'est des personnes qui ont fait des kaizen chez eux, sur leur terrain, et qui le présentent à tout le monde. Donc les entreprises, beaucoup d'entreprises japonaises, qui sont toujours Karakuri, parce qu'ils ont appris. C'est que des petits systèmes comme ça, des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi aller chercher ça, mais en fait, c'est des petits gains sur des mouvements qu'ils ont fait. La TPM aussi, et le SMED a aussi beaucoup appris à Taishi Ono qu'au final, acheter une nouvelle machine, c'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux faire la TPM, développer les gens en toi. Ça va permettre de mieux comprendre le SMED sur single unit pour changing time. Ça, il a compris assez vite. En faisant ça, il s'est dit, le Kaizen sur une machine, c'est pas bête. Du coup, on peut continuer à faire partir la machine et à mieux comprendre comment elle fonctionne. Et avoir des machines aussi performantes, presque des nouvelles machines avec des anciennes, sans investir des millions de millions. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, toyota-global.com. En fait, si vous fouillez un peu dessus, il y a le lien en bas, on va mis à trouver. C'est des points de changement de Toyota. Alors, côté SMED, ils sont allés chercher un peu plus loin. Ils se sont dit, pour réorganiser nos lignes, là, les équipements qui demandent de l'air, ils sont embêtants, en fait, tous les réseaux d'air modifiés, ça prend quand même du temps. Donc, ça les ralentit dans le time to market, dans le temps de changement de ligne, pour pouvoir répondre plus rapidement à la demande du client. Cette démarche a été menée en 2007. Donc, ils cherchaient à réduire tous les outillages en air, et vont vraiment se préoccuper de ça. En fait, ça a fait 2 effets. Donc, améliorer la capacité de modification de la ligne pour une modification des véhicules, ou pour pouvoir accéder carrément un nouveau véhicule. Et en plus, un réseau d'air, surtout comprimé, c'est synonyme de fuite, donc aussi de gaspillage. Donc il y a un petit côté qui ne voyait pas par-dessus, un peu sur les émissions et les pertes d'énergie. Et en même temps, ils ont commencé à faire les premiers dojos dans l'usine de motomachine. On va voir ici, utiliser du bois, des contrepoids avec des vis, des bouteilles, des balles, ils font déplacer des balles. Donc les premiers dojos Karakuri Kaizen ont été faits dans l'usine de motomachine, où ils cherchent en fait à développer les Toyota Member sur vraiment trouver des solutions alternatives à ces fameux outillages automatiques. Ça, c'est la plaquette de tous ceux qui sont passés chez eux sur l'usine de motomachine. Donc, comme vous voyez, ils cherchent vraiment à développer un maximum de personnes. Pour vraiment développer, ils cherchent vraiment à développer les gens, qui ont un meilleur regard sur leur travail et leurs gestes, et du coup avoir de bonnes idées qui s'améliorent de plus en plus. Si on regarde un peu plus en groupe Toyota, donc on regarde un peu chez Denso. Chez Denso, eux, ils ont essayé de faire un melting pot, ils ont récupéré toutes les astuces mécaniques qui trouvaient, qui développaient chacun dans leur coin. Ils ont ramené ça dans une usine j'ai parlé de la même fois, Daimler, pardon. Et du coup, ils ont fait un peu
petite théorie depuis 1990 sur les mécanismes Karakuri Kaizen qui essaient d'apprendre à tous leurs membres, petit à petit, ils viennent voir, ça donne des idées, leur but c'est vraiment de générer des idées, comme Toyota l'ont fait au travers des livres. Et vraiment, chacun est libre d'aller voir, et dire ah, ça c'est une bonne idée, on peut faire ça ou ça. Puis récemment, ça date de 2010, et du coup, il y a on s'est rendu compte qu'une des autres valeurs essentielles qui est sur le Karakuri, c'est que ça ne consomme pas d'énergie. L'avantage de ce système-là, c'est que on a zéro consommation d'énergie directe. Et en plus, ce n'est pas des équipements de grande taille. C'est une conversion des ressources. Ça permet d'augmenter, c'est une suggestion utile pour augmenter la productivité du électron, de simplifier les assignations de production et donc la flexibilité de l'unité. Donc ça date de 2010. La green dans tout ça. Moi, je trouve que c'est plutôt green dans ces démarches-là. Ils ne se rendaient pas forcément compte au début pourquoi on faisait Karakuri, et petit à petit, on se dit, finalement, c'est pas si bête. C'est quand même assez étroitement lié entre la recherche de la flexibilité de l'usine et la décarbonisation. Et la dépendance énergétique, en fait, sur tous les systèmes qui permettent de pouvoir interchanger tous ces. Et réorganiser les. Donc, Toyota, en 2015, donc, 2007, ils ont dit on essaie de limiter, même d'arrêter les outillages pneumatiques. En 2015, ils ont encore poussé la réflexion plus loin avec les 6 challenges pour 2050, d'être une usine zéro net. Les 6 challenges, le challenge numéro 1, je pense que celui-là il parle à tout le monde, tous nos véhicules génèrent zéro CO2. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de constructeurs ont ce challenge-là. Le challenge numéro 2, c'est que si vous prenez le cycle de vie d'un produit, qui est la fabrication, l'utilisation et la fin de vie, génère aussi zéro CO2. Le challenge numéro 3, si vous voulez qu'on génère zéro CO2 au challenge numéro 2, il faut que l'usine aussi ne génère pas de CO2. Donc on va regarder un peu plus en détail juste après. Le challenge numéro 4, c'est réguler l'utilisation de l'eau propre, des ressources. Le challenge numéro 5, c'est aller dans pousser le recyclage, on va dire. Ils ont un challenge qui est le car to car, c'est savoir récupérer des pièces automobiles déjà existantes de Toyota pour en faire de nouvelles voitures. Le challenge numéro 6, c'est promouvoir un peu plus le système harmonieux avec la nature. Donc là, c'est avec des ONG, dans les écoles directement, sensibiliser les personnes, on va dire au plus jeune âge, à l'écologie. Si on regarde le challenge numéro 3 un peu plus en détail, 2 mesures simples. Simple, c'est un grand mot, en tout cas ils ont découvert ça en 2 mesures. La première, c'est faire une usine simple, frugale, plus petite, plus proche de leur chemin. La seconde, c'est d'utiliser de l'énergie renouvelable. Là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'ils arrivent à un sujet qui est quand même assez complexe. Hein, si on va poser la question comment on peut faire des usines zéro CO2, je ne pense pas que j'en ai découpé comme ça au premier abord. Et ce qu'ils en font des choses très concrètes. Et en fait, ce qui prône énormément, c'est possible si en fait nos membres, grâce à leurs initiatives, à leurs idées, on peut le faire via les Karakuri qui ne consomment pas d'énergie. Du coup, en travaillant sur les gestes de chacun, petit à petit, Kaizen par Kaizen. Sur ça, une belle histoire. Excusez-moi. Si on fait un petit peu d'histoire, je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est Kishiro Toyoda, la division automobile en 1933. Et il se passe un fait assez marquant en 1940, qui leur a donné le plus envie par les de marchand. C'est le smog aux États-Unis. Donc à Los Angeles exactement. Le smog, c'est un brouillard d'hydrocarbures et de dioxyde d'azote. Vous voyez l'image que ça fait, qui arrive dans les années 40. Et ça a fait comme un déclenchement de conscience chez Kishiro, qui s'est dit, je pense que ça risque d'être le problème du XXIe siècle. Donc on commence à le regarder, sachant qu'en 1970, ça a réussi à Tokyo. En 1963, les États-Unis ils ont signé le Clean Air Act
qui est une loi sur la régulation des GES. C'est une première démarche du fait du smog. Toyota ont créé le premier groupe de contrôle des GES en 1964. Donc c'est là qu'ils ont vraiment commencé à avoir cette réflexion-là autour des GES. Le gouvernement japonais, en 1967, a créé une loi sur des contre-mesures par rapport à la pollution aux émissions de CO2. Donc vous voyez qu'il y a quand même 3 ans entre les deux. Et puis en 1967, la première Toyota qui est vendue en France. En 1997, la première Prius était vendue. Ils ont travaillé depuis les années 90. Et aujourd'hui, on est à plus de 18 millions de voitures vendues. Sachant que la technologie hybride, en fait, les gens ont commencé à la travailler vers 64-65. En se posant ces questions-là, ils avaient commencé à déjà travailler des contre-mesures petit à petit, quinzaine par quinzaine, des apprentissages. Ils ont aussi testé des voitures plus légères, non consommatrices de carburant, qui leur a permis de, petit à petit, de chercher des solutions pour, par rapport au smog en contre-mesure, du coup, les émissions de GES plus globalement. Petite question piège. Est-ce que vous connaissez l'ACV, analyse de cycle de vie? Vous en parlez rapidement, les 3 phases de vie. Du coup, il y a des critères, on peut les mesurer, qui est capable de m'en citer 4. Voilà. 4 principaux critères, on verra les 12 un peu plus après. Donc, la réchauffement climatique avec les GES, les fameux GES, que tout le monde connaît, les gaz à effet de serre, donc dioxyde de carbone, méthane, dioxyde d'azote. Attention sur le 12, comme disait Toyota, c'est le challenge numéro 5. C'est la consommation vraiment de l'eau potable qu'on peut avoir dans notre pratique. Les rejets aussi qu'on a dans la nature, peuvent polluer ces eaux-là. L'épuisement des ressources halieutiques, c'est des ressources, surtout les minerais, c'est plus facile à comprendre, non renouvelables, l'énergie fossile aussi, donc les carburants font partie. Lui, il est en anti-moine équivalent, en kilo anti-moine équivalent. Et la pollution des sols, de l'air et de l'eau, par exemple, on va avoir l'acidification du sol avec le dioxyde de soufre. C'est 4 critères assez connus, quand on regarde, sachant qu'il y en a 12. Même il y en a d'autres, l'ADEME, on a remis jusqu'à 15. Donc, l'eutrophisation, pardon, c'est la perte de biodiversité, la prolifération des algues, par exemple. Avec du phosphate, les déchets radioactifs, les eaux usées, donc les eaux bleues, comme le challenge numéro 5 du Toyota, l'acidification du sol, de l'eau, la production d'ozone, les dommages à la biodiversité, c'est les mètres carrés occupés par an. Dommages à la santé, les dommages à la santé, c'est, on regarde les particules fines, c'est les particules nature inférieur à 2,5 micromètres. Avant 2008, c'était inférieur à 10 micromètres. On a changé la norme, on a des particules encore plus fines aujourd'hui. Je vais faire un peu de là sur les odeurs. La demande cumulative d'énergie en gigajoules, ça c'est facile à comprendre. L'effet de serre, donc le CO2, l'épuisement des ressources halieutiques, en kilo anti-moine et les déchets produits en tonnes, trop facile à voir. Si on s'amuse à comparer le graphe que je vous ai montré et une solution robotisée, on peut regarder l'analyse de la psychologie ACD, la physique de la système. Si on compare les deux, en bleu, c'est un KUKA 270, et ici c'est en blanc. Donc on a la répartition des matières. On voit qu'il y a quand même un coefficient de 10 sur les composants, sachant que ce qui est pris en compte, c'est aussi l'endroit de la fabrication. Si vous voulez, les 3 phases de fabrication, on a 3 phases de vie, pardon, de la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Suivant où on se trouve dans le monde, l'énergie n'est pas produite pareil. Le charbon, l'électricité, c'est 820 grammes de CO2, grammes CO2, excusez-moi, par kilowattheure.
En France, c'est environ 5 grammes, pour donner une référence avec le nucléaire. Donc ça peut faire assez vite grimper les quotas. Ensuite, on a le transport. Ça dépend surtout du volume transporté et de la masse. L'assemblage, nous l'avantage qu'on a, c'est que le transport c'est plutôt des composants en pièces détachées et l'assemblage, c'est des tubes. Donc on a ici, par rapport à quelque chose qui est plus lourd, donc on a des ponts, on a de la soudure, qui sont plus énergivores. L'utilisation, comme l'a fait remarquer Toyota, Denso ou d'autres, pas d'énergie, pas de consommation d'énergie primaire. Et la fin de vie, quand tu mets comme assemblée, on peut tout démonter, refaire, faire du Kaizen, durée de vie. En fait, la meilleure astuce pour réduire l'empreinte carbone d'un équipement, c'est de demander si avec du Kaizen. Plus vous jouez sur cette partie-là, il y aura un impact. Donc si je reprends la première question, du coup les dates sont importantes. Donc en 1964, c'est le premier groupe d'application des GES fait par Toyota. En 1994, la première caractéristique exhibition. En 2007, le premier dojo dans l'usine de Tomachi, avec l'abandon des outillages pneumatiques. Et en 2015, du coup, l'usine 0 CO2, mission challenge, menée par Toyota. Et nous, dans tout ça, on a un souhait à l'IO, c'est réindustrialiser l'Europe sur une façon décarbonée. Le but, c'est développer des personnes chez nous, développer aussi nos clients, donc à Paris, c'est pour ça qu'on se développe là-dessus tous les jours, et on a quand même une expertise. Faire des cartes avec Kaizen, ça m'a quand même fait prendre conscience que c'est un booster de Kaizen. C'est-à-dire qu'on peut toujours améliorer quelque chose, c'est vraiment des petites actions qu'on peut faire. Et on peut avoir une influence quand même sur l'industrie qui représente quand même 7% des GES aujourd'hui. On peut tous avoir une petite pierre à l'édifice. Donc aussi on a une école de changement, pas aussi forte Toyota, mais on en a eu quelques-uns en 2019, on a commencé à faire, en 2009, pardon, excusez-moi, on est passé au Karakuri Kaizen. En 2011, on était les premiers non-japonais à exposer au Karakuri Kaizen Exhibition. Et on suit un peu Toyota, donc Toyota a annoncé la stratégie 0 CO2 en 2015. Et notre souhait, donc, du coup, notre souhait, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on alimente une librairie pour la communauté des Karakuri. On va être la première librairie, on vient avoir la librairie de l'organisation de l'industrie. On met à disposition des astuces, des vidéos, des aides pour accompagner nos clients en fait, dans la réflexion avec les gestes et développer les members chez eux. Donc voilà, je suis Olivier Counet, donc là vous me voyez sans masque. Je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est moyen. Je suis directeur général de AIO. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation. Ça fait comme dit, pardon, je parle très vite, je me suis déjà. Comme l'a dit Richard, je suis tombé dans le Karakuri quand j'étais petit. Je suis sorti d'école, je suis arrivé en stage. Et je trouvais ça nouveau des astuces mécaniques. Ils m'ont fait comprendre petit à petit pas mal de choses, changer d'avis sur pas mal de choses que je ne pensais pas, de la vision du geste. En tout cas, je vous remercie d'avoir challengé là-dessus. C'est vraiment pas un exercice facile pour moi. Ça m'a fait relire les livres de Taishi Ono, pour pouvoir poser la question, donc lesquels je sais de quoi je parle. J'ai une petite mention spéciale à Alain Poupété, qui nous a traduit les bouquins. Et grand merci, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre, c'est plus facile. J'ai fait le choix de aussi relire Le Monde sans fin de Jacques Polichi, je pense que tout le monde le connaît. L'avantage, c'est que c'est une BD, il est passé d'ailleurs. Il est assez intéressant. Et de me replonger dans les calculs de l'émission de CO2, avec la base carbone faite par l'ADEME, par la boîte. Merci à vous de m'avoir challengé pour ne pas être trop ridicule.